Anne-Laure, bonjour. Salut Jean-Christophe. Je suis ravi de t'avoir sur cette nouvelle chaîne YouTube de l'Archipel du Vivant. Et je souhaitais te donner la parole pour faire un petit tour d'horizon avec toi de tout ce qui peut t'animer. On va peut-être commencer simplement par présenter rapidement le lieu que tu as cofondé, à savoir le Bois du Barde, l'écodomaine, le Bois du Barde, de nous dire un petit peu ce que tu y fais. Ça marche. Ben, merci à toi en tout cas de m'avoir proposé de répondre à ces questions. C'est vraiment chouette. Le Bois du Barde, du coup, c'est un pôle territorial de coopération économique, donc un PTCE. On est en Centre-Bretagne, dans le Crest-Braze, à Mélionnec. C'est un regroupement de structures juridiques. On dépend de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a 2 entreprises et 2 associations qui travaillent ensemble. Et l'histoire, elle a commencé il y a 15 ans maintenant par une histoire de famille et c'est devenu un projet économique il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est aussi un habitat participatif parce qu'on a 4 foyers et donc au total, ça fait 7 personnes sur le lieu. Et on accueille bientôt 3 autres personnes dans l'année là. Donc voilà. Donc du coup, on est sur 24 hectares sur une ferme bio en arboriculture. Il y a aussi une partie accueil touristique avec l'aire naturelle de camping qui a l'écolabel européen. Il y a une association qui s'occupe de la partie pédagogique et des événements culturels. Et le dernier volet, c'est la partie formation et transmission, on fait des ateliers, des stages autour de la gouvernance partagée qui est la sociocratie chez nous, la coopération et l'accompagnement des collectifs et bien sûr des stages autour de la permaculture et la permaculture humaine qui est un peu notre spécialité, quoi. Super. Alors moi, je précise quand même pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo que c'est un lieu absolument magnifique que j'ai eu la chance de découvrir cet été et je suis ravi, encore une fois, de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Alors je vais te poser quelques questions. La première qui me taraude, c'est de savoir à quel moment tu as eu ce fameux déclic ou ces fameux déclics sur ta prise de conscience concernant les impacts de notre civilisation sur le vivant, sur les écosystèmes. Ça remonte à quand? Alors moi, contrairement à beaucoup de gens, aujourd'hui, je crois que j'ai pas eu de déclic. J'ai eu la chance de grandir dans une maison que mes parents avaient construite eux-mêmes en bordure de forêt, alors avec des parpaings à l'époque, certes, mais quand même, c'est eux qui ont créé leur maison, qui ont fait les plans. Ils avaient 3000 mètres carrés de terrain, ils étaient hyper autonomes. En fait, ils faisaient déjà beaucoup, leur viande. Ils avaient 1000 mètres carrés de potager. Ma mère, elle passait son mois d'août à faire ses conserves. Ils avaient, je pense, à l'époque, on ne parlait pas de conscience écologique, en fait. Ils vivaient leur vie en milieu rural, comme beaucoup de ruraux, en fait. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Et quand je suis devenue adolescente, en fait, progressivement, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai passé le BAFA et tout. Pour moi, il y a plein de choses qui se sont embriquées. Et je pense que j'ai toujours eu conscience, en fait, que en grandissant, qu'on ne pouvait pas aller. Il y a un moment, ça allait s'effondrer, en fait. Ou en tout cas, l'humain ne pouvait pas continuer à tirer sur la corde tout le temps comme ça et sans qu'il se passe rien. Je trouvais qu'il y avait un consumérisme de plus en plus important. Et juste, ben, on ne peut pas, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment pensé ça très jeune. Moi, comme je suis animatrice et je suis issue de l'éducation populaire, j'ai toujours planté des graines aussi dans ma manière d'être et d'agir avec les enfants que j'accompagnais, en fait, pour leur expliquer leur impact sur l'environnement et de faire des gestes. Et à l'époque, on disait on va sauver la planète. Et puis moi, très vite, je me suis dit, c'est la planète, elle se retrouvera toujours après l'humain. C'est plutôt nous, l'humanité, qui est en péril, en fait. Oui, tout à fait. Alors, tu parles d'effondrement et de choses selon toi, allaient s'effondrer. Tu fais partie, à ma connaissance, des premières, des pionnières sur cette prise de conscience par rapport à l'effondrement. C'est quoi exactement l'effondrement pour toi? Bah, je pense que c'est par rapport au système capitaliste qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait, où on a tout de suite. Et même si aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de prises de conscience, nous, on le voit vraiment sur les gens qui passent sur le lieu depuis 2, 3 ans. Et la crise sanitaire a créé un côté très exponentiel là-dedans cette année. On est quand même hyper sollicité et le monde extérieur va très vite autour du Bois du Barde. Nous, on fait exprès aussi de prendre le temps de répondre. C'est pas pour embêter les gens, mais c'est parce qu'on se respecte nous, parce qu'on a décidé de ne pas jouer le jeu de cette super activité temporelle, en fait. Je pense que l'effondrement,
c'est aussi un état de fait de… On utilise tous des smartphones, des ordinateurs. C'est aussi tout ce qui fait que les nouvelles technologies, elles existent aujourd'hui et qu'on peut peut-être essayer de réfléchir à d'autres façons avec les nouvelles technologies, comme on appelle les low-tech aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est aussi le système bancaire, les systèmes numériques, et où, oui, ça a facilité la vie de l'humain depuis 20 ans, mais où tout s'est accéléré, en fait. Mais moi, je ne suis pas une scientifique, hein, c'est juste un constat de terrain et mon intuition et ce que j'observe, en fait, hein. Voilà, je pose juste un regard là-dessus, quoi. Alors, est-ce que tu aimes jouer le rôle de Madame Irma et de sa boule de cristal? Est-ce que tu as déjà une idée du moment où les choses vont réellement dévisser? Moi, je parle souvent de phase finale de l'effondrement et en ce qui me concerne, elle a commencé avec la gestion du Covid, pas le Covid lui-même, mais la gestion par nos gouvernements et cette folle année qu'on est en train de vivre. Est-ce que toi, tu t'autorises à faire une projection, une prédiction ou pas, justement? Jamais. Jamais. Jamais, parce que ma philosophie de vie, elle n'est pas dans ce cadre-là. D'accord. Moi, je vis l'instant présent. Enfin, en tout cas, j'essaye beaucoup de me centrer comme ça, parce qu'à la base, je suis quand même une angoissée chronique et que si je me laissais emporter par le tourbillon d'une vision effondriste, j'en ai conscience, je ne suis pas aveugle, mais c'est pas ça c'est pas ça qui m'anime au quotidien. En fait, j'y pense pas au quotidien. Ça me revient quand on en discute avec les gens autour de nous et tout ça. Mais moi, mon quotidien, c'est de faire mes jours un par un, d'en profiter au maximum. Enfin, j'ai une philosophie de vie qui peut paraître un peu parfois décalée. J'ai vraiment pas l'effondrement en tête tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui vit, comme dit Pablo Servigne, la collapse heureuse, quoi. C'est que moi, je suis décroissante. Ce qu'a écrit Pierre Rabhi, moi, ça me parlait tellement, ça mettait des mots sur ce que je ressentais. C'est-à-dire, j'ai une vie simple et je m'épanouis dans cette vie-là et que je prends chaque jour un par un. Donc, j'ai pas du tout d'idée, je mets pas de date en fait sur l'effondrement. Le monde, il va à sa vitesse, en fait. Et de profiter de chaque jour de cette manière-là, en fait, je trouve que c'est beaucoup moins angoissant que de se poser des dates de demain, il va y avoir un effondrement bancaire ou quoi que ce soit, quoi. Parce que, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de notre capacité de résilience et d'adaptation. Et si on a toujours, j'ai le sentiment, en tout cas, si je me mettais une deadline, que j'arriverais pas, en fait, à m'adapter, quoi. Et alors, justement, en termes de résilience, d'anticipation, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais ou simplement le fait de vivre au jour le jour comme tu le fais déjà très bien en respectant à la fois ton rythme à toi et celui de l'écodomaine, est-ce que ça suffit ou est-ce que tu fais des choses quand même plus, plus spécifiques par rapport à cet effondrement en cours? Non, je pense que c'est vraiment de prendre soin de soi au quotidien, de prendre soin des gens qu'on aime, des gens avec qui je vis au collectif, dans le collectif, et de prendre soin de nous. Et ça, c'est vraiment le truc numéro un. Euh, enfin, faire de la méditation, tu vois. Moi, je fais de la méditation de pleine conscience. On a la chance de vivre dans un cadre que tu as découvert en venant juste pendant l'été indien. Mais voilà, on vit notre vie chaque jour, quoi. C'est vraiment ça, en fait, qui nous permet d'être, en tout cas moi, qui me permet d'être résiliente au quotidien, quoi. Ok, ok. Tu es très engagé alors, dans la place du féminin, dans tout ce qui est transition alternative et autres. Et tu m'as notamment fait part de la différence que tu faisais entre cette place du féminin et l'écoféminisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est pareil, hein, c'est juste un constat. Moi, je fais pas de recherche, hein, mais et du coup, j'espère que je vais pas être jugée par rapport à ce que je vais dire. Mais pour moi, le féminisme et l'écoféminisme aujourd'hui, en tout cas de ce que j'entends, c'est beaucoup, en tout cas dans mon entourage, c'est beaucoup contre le patriarcat. Si je peux résumer de ce que j'ai constaté, quoi. Moi, être contre quelque chose, pour moi, ça ne se fait pas, en fait. Moi, j'ai envie d'être avec et de vivre avec et de créer des choses positives. Et à partir du moment où tu es contre, pour moi, l'énergie, je la perds. Donc, moi, dans mon analyse, en fait, c'est plus un équilibre. Moi, je parle souvent de la place du féminin dans la transition et pas de la femme, parce que j'estime qu'un homme, autant qu'une femme, doit équilibrer chacun des deux, le féminin et le masculin. Et qu'à partir du moment où on aura réussi à équilibrer ça en soi,
en fait, de manière individuelle, en fait, on va avancer en développement personnel et en éveil, et où on aura vraiment, alors du coup, là, c'est plus de l'écosophie ou de l'écologie profonde, mais de retrouver notre place dans le tout, en fait, dans notre environnement naturel. Donc, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'écoféministes et de féministes, parce que ces personnes-là défendent aussi des choses, mais moi, je ne me retrouve pas dans ces mouvements-là. Et voilà, je ne suis pas contre ces mouvements-là, mais en tout cas, moi, je m'y retrouve pas. Donc, moi, je préfère accompagner. Moi, j'essaye d'équilibrer mon féminin et mon masculin, et j'accompagne les personnes autour de moi dans ces réflexions-là. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont assez équilibrées, féminin, masculin, et c'est vraiment chouette parce qu'on co-construit ensemble. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup de, euh, j'ai envie de dire, beaucoup de bienveillance, ouais, autour de nous. Alors du coup, la bienveillance, effectivement, c'est quelque chose qu'il est bon de cultiver. Est-ce que tu peux caractériser un peu plus ce que tu entends par la place du féminin dans la transition? En quoi à quoi tu fais référence exactement? Bah, pour moi, en fait, la place du féminin, elle vient du côté matriarche. Et c'est pareil, je ne mets pas forcément le mot femme derrière, hein, mais le fait de prendre soin d'eux. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le côté féminin, il est plus une manière de conceptrice, concepteur, en fait. Et où aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller rechercher ça, parce que notre environnement, ou en tout cas l'humanité, a besoin de ce côté féminin qui va prendre soin d'eux. Le côté patriarcal qu'on retrouve dans les mouvements d'écoféministes, moi je l'entends aussi, hein, qui est très vertical, très capitaliste, très direct et tout, en fait, il en faut aussi. Mais c'est cet équilibre-là, en fait, qu'il faut retrouver, parce que le féminin, depuis 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne, en fait, il a été rebooté au fur et à mesure. Tu vois, les histoires de sorcières au Moyen-Âge, en fait, c'est juste l'homme qui a eu peur. L'homme, là, du coup, pour le coup, l'homme, les hommes ont eu peur des femmes parce qu'elles étaient capables d'enfanter. Ils ne savaient pas si c'était eux les pères, mais à partir du moment où ils ont compris comment enfanter la femme, et il y avait moins de mystère, et que ils se sont réappropriés leur rôle d'homme en tant qu'homme dominant, au lieu de faire confiance à la femme et au rôle qu'elle avait, en fait. Donc, il y a quand même des micro-sociétés dans le monde aujourd'hui où il y a c'est des sociétés matriarcales aussi, quoi. Donc, moi, je trouve ça intéressant de creuser un peu ça pour qu'on puisse se tendre la main. Moi, je dis souvent, c'est une danse aujourd'hui où les femmes, ou en tout cas, les femmes doivent avancer pour montrer leur féminin et montrer la route aux hommes. Et les hommes, laisser un peu la place aux femmes, et de retrouver un équilibre dans tout ça, quoi. Ok. Tu respires et incarnes la permaculture humaine. C'est quelque chose que tu portes et que tu transmets aussi, je crois, à l'écodomaine Le Bois du Barde. En quoi consiste ton approche holistique? Euh, Déjà, c'est quoi la permaculture humaine, selon toi? En fait, c'est pareil. Moi, je pars toujours de mon expérience personnelle. Au Bois du Barde, voilà, en 10 ans de collectif économique, puis de collectif humain et de vie, voilà, on a eu des histoires assez pas faciles. On a appris de ces histoires-là, hein, et au fur et à mesure, on a peaufiné notre façon d'être, de mieux nous connaître, nous, pour mieux accueillir d'autres. Pour moi, la permaculture humaine, c'est savoir qui on est soi. Bernard Alonso, il en parle bien, qui est permaculteur et qui est québécois. C'est un des premiers, en fait, qui a commencé à mettre en avant les niches écologiques et tout. Moi, j'ai envie d'ouvrir, parce que la niche écologique en permaculture humaine, elle ferme beaucoup. Alors qu'il y a d'autres outils comme l'énéagramme qui permettent vraiment de mieux se connaître, et qui a plein de grilles de lecture, en fait. Moi, je dis toujours, ça s'affiche pas dans une case, en fait. C'est juste de donner une grille de lecture à un moment donné pour mieux se connaître soi. Comment on est notre moi profond au niveau de notre sensibilité, notre lien à l'autre et tout ça, et qui on est profondément. Moi, je suis une conceptrice. Sur notre lieu, il y a Théo qui est un ingénieur, il y a Nicolas qui nous a rejoint qui est un concepteur aussi. Et voilà, il y a chacun, il y a des thérapeutes, il y a des artistes, il y a des embellisseurs. Et en fait, tout ça, en fait, sur des lieux comme le nôtre, il faut un peu de tout le monde pour arriver à mettre en place des choses. Et moi, après, j'élargis ça à la permaculture sociale, où en fait, comme sur un écolieu ou même dans un village, en fait, chaque personne a sa place en fonction de ses compétences. Moi, je dis toujours, je donne l'exemple du fait que j'aime pas mettre les mains dans la terre,
Et du coup, ça me va pas de jardiner. Et c'est aussi accepter de pas savoir tout faire. Moi, longtemps, j'ai cru vouloir tout faire. Mmh. Sauf que, il y a des gens qui vont kiffer faire des trucs que j'aime pas faire. Donc, c'est là où on se complète et c'est comme un puzzle en fait. Et chaque personne est un morceau du puzzle. Tout à fait, tout à fait. Tu as présenté rapidement tout à l'heure le lieu. Est-ce qu'il y a une philosophie qui t'anime particulièrement dans ce projet et qui caractérise le lieu? Nous, notre raison d'être sur le lieu, c'est la transmission de la transition. Mhm. Alors, dernièrement, j'ai philosophé avec un ami sur le mot transmission parce qu'il aime pas du tout. Il a une image de la transmission qui est hyper descendante et tout ça. Nous, c'est pas du tout notre cas. On est vraiment dans une réflexion commune. Moi, je dis toujours, je suis pas une sachante. J'apprends des autres comme les autres apprennent de moi, en fait. Et que quand on accueille des gens en stage, c'est plus, voilà, moi j'ai vécu ça. Comment vous le voyez-vous? Et chacun apprend les uns des autres. C'est de la pédagogie active, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la raison d'être de notre lieu. Après, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on nous sollicite parce on accueille des stages d'écologie profonde aussi de l'association Roseau Dansant, avec Claire Carré, qui a été formée par Johanna Messi. Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on on est vraiment dans une dynamique autour de l'écosophie et de l'écologie profonde au niveau de notre spiritualité. On a vraiment ce lien, alors à divers niveaux, hein, et certains de nos collectifs ne se revendiquent pas forcément de là-dedans, hein, du chamanisme ou de la culture celtique et tout ça, mais on aime bien fêter les saisons, on aime bien se relier à la nature en fait. On trouve qu'on est bien, on s'émerveille d'un rien chez nous, tu vois, il y a un rayon de soleil, on va être là, ah là là, tu vois. Alors ça peut paraître complètement bisounours, mais quand on parle de bienveillance et de vivre ensemble, nous, ça passe par là en fait. C'est aussi savoir, ce matin, il a neigé chez nous, tu vois. Ah C'est bon? juste apprécier. Oui, bah oui, ça n'a pas tenu, hein, mais il y a neigé. Et c'est juste, tu vois, nous, on avait 3 du lieu qui étaient partis changer les ânes de près. Et moi, je m'inquiétais parce que je me suis dit, ils vont se faire rincer, machin. Et en fait, ils étaient juste, bah oui, ils avaient froid, ils étaient rincés, mais ils étaient contents d'avoir fait une balade et il y avait neigé et c'était juste génial, quoi. Parce qu'ils étaient bien, voilà. Malgré les circonstances, ils étaient quand même bien. Et alors l'écologie profonde, l'écosophie dont tu parles là, c'est quoi exactement? Alors je pose la question aussi pour que tu partages un petit peu ta vision hein, de ces courants ou de ces plutôt de ces comportements, de ces approches. Est-ce que c'est justement être bien ancré dans le sol, dans la terre, se reconnecter au vivant? C'est quoi exactement? Du coup, un des grands noms de l'écosophie, hein, c'est Ernest, qui a enseigné au Schumacher's College aussi. Hein, et Jean-Pierre Ledanf, qui est un ami, qui est éco-psychologue et qui habite pas très loin de chez nous à Kistinic, a reçu les enseignements d'Ernest. Pour nous, en fait, enfin, pour moi, c'est vraiment. Tu sais, souvent, il y a le schéma, je donne ça comme exemple qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit une pyramide et puis tu as l'humain qui est au-dessus avec tous les animaux en dessous, puis après tu as un rond où l'humain est dans le tout. Mais c'est juste d'avoir l'humilité de dire que je n'ai pas plus de pouvoir ou de place que les arbres autour de moi ou que les animaux. On fait partie du tout. Nous, on est flexivores, par exemple, on se nourrit des animaux. Mais on respecte ça. On les élève pas en batterie. Ils ont une belle vie au bois du Barde et tout. Mais après, comme on est flexi, on va les manger. Ok. Mais on le fait dans le respect en fait de l'animal, quoi. Donc, et on est respectueux. Tu vois, on est récoltant, on est paysan, on est récoltant de sève de bouleau. À chaque fois qu'on perce les arbres pendant la période de récolte de sève, on pense à l'arbre, quoi. Tu vois, il y a vraiment une notion autour de la bienveillance, autour de notre environnement, quoi. Et moi, l'écosophie, pour moi, c'est ça. C'est juste qu'on est relié à notre être profond dans le tout, quoi. C'est peut-être aussi que les humains reprennent leur juste place finalement Oui, au milieu du vivant et pas au-dessus, quoi. oui, oui, carrément, ouais. C'est tout à fait ça. Ok, tu parlais de Johanna Messi tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi une approche du travail qui relie au Bois du Barde? Bah oui, du coup, Claire Carré vient faire 2 stages par an, un pour le solstice d'été et un pour l'équinoxe d'automne. D'accord. Donc, elle fait 5 jours de stage chez nous. Moi, je m'entends très très bien avec Claire, quoi. C'est une belle personne. Elle fait depuis 30 ans hein, les stages du travail qui relie en France hein, et en Europe. Donc, et de la voir au Bois du Barde, c'était cohérent. Ça s'est fait par hasard. On se connaissait pas et c'était un beau cadeau de la vie.
Donc, parce que moi, je ne connaissais pas du tout le travail de Joanna Macy et des mouvements d'écologie profonde. Et quand elle m'a expliqué ce que c'était, pour moi, c'était tellement évident, en fait. Tellement évident. Et je me suis dit, mon Dieu, par contre, tu vois, à contrario, je me suis dit, où en arrive l'humanité pour avoir besoin de ça, en fait. Mmh. Jusqu'où on est arrivé. Alors, je trouve ça génial, hein, je trouve ça bien qu'il y ait ça. Mais je me suis dit vraiment, il y a un décalage énorme entre nous, moi et les gens parce que clairement, la plupart des gens qui font ces stages-là viennent de la ville, en fait. Et de cette déconnexion et de ce déracinement où les gens, ils font des stages comme ça parce que ça leur parle, ça les appelle, mais ils savent plus trop comment s'y prendre, en fait. Et est-ce que toi, tu observes aussi, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, moi j'ai lu que les consultations chez les psys explosent en ce moment, alors pour différentes raisons, hein. On parle du travail qui relie aussi par rapport à tout ce qui est éco-anxiété, solastalgie, mais aujourd'hui, par rapport à l'année, encore une fois, si singulière que nous vivons, à cette pandémie mondiale, à ce confinement, ce reconfinement, enfin, est-ce que avec ce que toi tu ressens et ce que tu observes, est-ce que tu vois effectivement une anxiété particulière? Est-ce qu'elle augmente? Comment la population, selon toi, vit un petit peu cette époque si particulière? Moi, j'ai pas accès aux gens qui sont anxieux, parce qu'on n'est pas en D'accord. ville. Non, mais si tu veux, on est à la campagne. Moi, là, le confinement, nous, on l'a pas vu, en fait. On a fait nos trucs comme d'habitude. Moi, le seul truc qui m'a embêté, c'est que je peux pas aller voir mes copains qui sont à 1 heure de route. Mais sinon, enfin, sans déconner, ça nous a vraiment pas changé la vie par rapport au premier. Et Et je te parle des personnes qui viennent en fait faire ces au stages Bois du Barde. à. Est-ce Ah que oui, tu les d'accord. sens particulièrement Pardon, anxieuses, excuse-moi. plus aujourd'hui que hier? Je sais pas. Non, je pense pas forcément, non. Non. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui ont envie de changer de vie et qui prennent les choses en main pour changer leur vie, quoi. Bien sûr, il y a du stress quand même, hein, mais je vois plus des gens qui ont envie d'être acteurs, en fait, de leur changement de vie. Ok. Ok, tant mieux, tant mieux, tant mieux. L'autonomie du lieu, alors on en a parlé, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, hein, puisque c'est aussi tout un écosystème économique sur le lieu, avec différentes activités qui se soutiennent, qui se portent. C'est multidimensionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'autonomie économique notamment? Heu, alors comment je peux aborder ça? En fait, nous, du coup, il y a 2 structures qui sont des entreprises et il y a 2 associations. Les associations, en fait, font leur activité. C'est des associations d'éducation populaire où il y a des bénévoles et aujourd'hui, il n'y a pas des salariés à part des salariés saisonniers pour les séjours de vacances pour enfants. Généralement, les assos, elles font des opérations blanches, c'est-à-dire que leurs charges, en fait, sont payées par l'argent qui est rentré et ils participent, en fait, avec des mensualités au fonctionnement du pôle territorial de coopération économique et les entreprises aussi. En fait, il y a une mutualisation des moyens qui nous permet aujourd'hui de faire notre communication en commun, de gérer nos bâtiments en commun, des fois de pouvoir avoir une personne mais qui est embauchée sur 2 structures, par exemple, de manière ponctuelle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en commun? Tout ce qui est charges, eau, électricité, le site internet, tout ça est mutualisé en fait. C'est le principe des pôles territoriaux de coopération. Donc, et chaque structure permet aux autres de travailler aussi. Il y a vraiment ce processus systémique qui permet, par exemple, quand il y a des colos avec des enfants, ben, du coup, l'association loue une partie du camping et le matériel au camping, mais achète des produits de la ferme à la ferme. Hmm. Et donc, chaque structure permet aux autres de fonctionner, voilà, tout simplement. Ok, alors je vais improviser un petit peu parce qu'il y a des questions qui me viennent et sur lesquelles j'aimerais t'interroger. C'est est-ce qu'il y a un coup de cœur que tu aimerais partager, un bouquin, une lecture, quelque chose qui t'a profondément marqué ou un docu, un film que tu recommanderais à toutes les personnes qui nous écoutent? Ça, c'est un peu dur de me poser la question au dernier moment parce C'est que venu comme ça, hein, c'est venu comme ça. Donc, comme ça, ouais, tu ouais. peux zapper si jamais ça vient pas tout de Non, suite. non, mais c'est intéressant. Du coup, je vais juste partager un truc que j'ai reçu dernièrement par la poste parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'envoient des cadeaux. Mais il y a Sacha Guégan qui est diplômé en permaculture appliquée
Oui, qui vient de s'installer à côté de Pontivy et il vient de sortir un bouquin. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais je trouvais que c'était pour accompagner les collectifs et les gens qui voulaient créer des écolieux avec un design permaculturel. Et d'accord. je l'ai vraiment trouvé super facile à lire pour les gens qui connaissent pas trop la permaculture et qui veulent créer des écolieux, parce que des fois, les gens ont envie de créer des écolieux sans forcément passer par la permaculture, Bien qui sûr. pour moi, c'est quand même dommage parce que c'est quand même en fait, beaucoup de gens pensent cette philosophie de vie-là parce qu'on met le mot permaculture dessus. Mm. Et c'est vraiment pour moi pas un abécédaire, mais il partage beaucoup d'expériences de gens qu'il a accompagnés ou même de sa propre expérience parce qu'il vient de s'installer en plantes médicinales et aromatiques à côté de Pontivy. D'accord. Et je trouve qu'il est très facile à lire. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier. Là, je l'ai reçu au mois de novembre. Euh, Après, en documentaire, Ou un film, je euh, sais pas, enfin, quelque chose ouais, qui ouais, fait ouais. trouver inspirant et qui pourrait en inspirer d'autres. Mm. Je sais pas trop. Hein. Je regarde pas trop. Ça fait un moment que je vais plus au cinéma. Ouais. Bah si. Ah oui, si. La dernière fois que j'étais au cinéma, c'était pour voir Alex Fernie, qui fait partie du village de Pourques, Oui. que j'aime beaucoup. J'aime son travail en tant que réalisateur de documentaires. Et du coup, on a été voir Vivante, Ah bah oui. donc qui sort après Régénération, en fait. Et je trouve que le regard d'Alex est hyper pertinent. Il a une chouette façon de filmer, puis il pose des vraies questions avec des vrais spécialistes autour de la régénération grâce au mental, en fait. Mm. Et même si ça peut être critiqué, moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment des questions à se poser parce que, en tout cas nous, par rapport à la crise sanitaire, j'ai beaucoup de copains qui m'ont dit: «De toute façon, toi tu le choperas pas parce que vu tes conditions de vie, c'est pas parce qu'on croise pas de gens en fait, hein, c'est juste que, nous on fait attention à nous avant de tomber malade et on tombe pas malade ou très peu». Exactement. Donc parce qu'on a une façon de faire souvent, ce que je dis à l'oriental, c'est-à-dire qu'on fait attention à nous toute l'année pour ne pas tomber malade. Tu vois, moi, j'attends pas d'être malade pour me soigner. Je vais faire de l'acupuncture, je vais faire des soins de Reiki, je vais voir mon éthiopathe. Et tout ça, c'est pour ne pas être malade, en fait. Tu pratiques la méditation, enfin, il y a tout un cadre Oui, qui fait que finalement, effectivement, en prenant soin de soi, on est dans le préventif plus que dans le curatif. Ouais. Exactement. voilà, tout à fait, ouais. Ok, super. En tout cas, on fait un petit clin d'œil à Alex parce que moi, je l'ai rencontré aussi à Pourgues quelques semaines après être venu au Bois du Barde. Écoute, moi, j'ai terminé avec mes questions. Merci, Anne-Laure, déjà. Et puis, on te retrouve évidemment à l'écodomaine du Bois du Barde. Moi, je partagerai en commentaire de cette vidéo le lien vers le bouquin avec son titre pour les personnes qui sont intéressées. Et puis, je les invite évidemment à venir découvrir tout ce que tu peux faire, tout ce que tu partages, ne serait-ce que par la joie qui t'anime. C'est vraiment communicatif. Donc, j'invite vraiment un maximum de monde. Alors, peut-être si une dernière question qui me vient comme ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut basculer, qui veut changer de vie, justement? Est-ce que tu aurais comme ça deux, trois conseils ou par quoi il faut commencer selon toi? Ah, c'est une sacrée question, hein. Je pense c'est un cheminement qui est pas facile. Et je pense qu'il faut vraiment aller au cœur de soi. Parce que l'authenticité, en fait, dans la transition, elle est importante. C'est être clair avec soi-même. C'est pas grave si on peut pas être. On sera jamais parfait, hein, par rapport à notre place dans notre environnement. Et de faire les choses une par une et pas faire les choses tout en même temps parce que c'est là où on craque moralement, en fait. Tu Hmm. vois, tu peux pas être zéro déchet du jour au lendemain. Tu peux pas avoir une alimentation bio à 100%. Enfin, moi, j'essaye. Enfin, la vie m'a appris, c'est qu'on peut pas être parfait, quoi. Il faut accepter cette imperfection Hmm. parce que la perfection, elle est tout autour de nous tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux et c'est vraiment d'être tolérant vis-à-vis de soi, en fait, et de vraiment prendre les choses une par une. Merci Anne-Laure.